Bonjour à tous. Donc, je vous propose du coup pour ce talk de faire un petit retour d'expérience sur les patterns et les anti-patterns en fait, de projets Big Data. Mais en fait, non pas d'un point de vue équipe admin ou sysadmin, mais vraiment du coup d'un point de vue équipe projet et du coup développeur. Donc là, en fait, on va parler de bonnes pratiques, de tests, de production, de déploiement et de performance. Donc rapidement, du coup, je me présente. Donc, je m'appelle Vincent de Villers, je suis consultant Big Data. Pardon. Je travaille du coup sur des solutions de l'écosystème Hadoop depuis bientôt 8 ans. Et j'essaie du coup de bloguer de temps à autre sur layer4.fr, sur tout ce qui tourne autour de Big Data, du cloud, DevOps ou même Java aussi. Et pour ceux qui aiment la photo, j'ai aussi un petit Flickr que j'essaie de mettre à jour de temps à autre. Ok, donc un slide qui fait un petit peu peur. Je pense qu'on n'a pas grand-chose en plus, il y a trop d'icônes. Mais en fait, c'est assez réaliste. Quand on parle du coup de projet data, en fait, on entre du coup dans un écosystème qui est vraiment du coup très riche en solutions. Et on parle en fait de gouvernance, on parle de sécurité, on parle de machine learning, on parle de traçabilité. Du coup, par moment, c'est un peu dur de s'y retrouver. Et les phases en fait de choix de vos outils sont donc primordiales. Mais avant même du coup de parler de technique, autant du coup commencer par parler de la source, donc en fait de vos besoins, des besoins de vos clients. On va commencer du coup par prendre deux demandes clients. Donc la première, avoir les données de la table d'opérations de trading dans le data lake. Et la deuxième qui est voir du coup le nombre d'opérations de positions frauduleuses à la minute par personne et détecter du coup des comportements suspects par rapport à une normale. Bon, on a du coup deux demandes. Dans la première demande, du coup, on a un client qui exprime un besoin qui n'est pas forcément complet. En fait, il n'explique pas la finalité, c'est-à-dire en fait son réel besoin métier. Dans les deux demandes, en fait, ce qui va vraiment être différenciant techniquement, c'est que pour la première demande, en fait, on va prendre du coup toutes les données du data lake, en tout cas une partie, et en fait, on va prendre du coup un outil type de data warehouse, type Hive ou Drill ou autre, et en fait, on va laisser du coup notre client en fait, se connecter directement à cette source via son outil type Power BI, Tableau ou autre. Et en fait, avec ça, il va faire toutes les opérations du coup de calcul et de détection frauduleuse en fait sur son poste en local. Donc, autant vous dire que, à moins d'avoir du coup un PC, un bon PC bien sizé, et puis en fait un accès du coup directement Data Lake avec une fibre 10 gigabits, ça marchera pas. Donc, à la fin du coup, vos clients seront frustrés, et bref, ça ne marchera pas du tout. Pour la deuxième demande, en fait, on aura un cas qui sera un peu plus détaillé, un peu plus précis en tout cas, et en fait, on comprend en tout cas la finalité de la demande. Donc ici, en fait, on pourra prendre les données, les travailler, et en fait les optimiser pour un affichage du coup plus adapté. Le problème, en fait, c'est qu'en ayant accepté le premier cas, on va se retrouver du coup avec des configurations et des optimisations sur des composants qui ne sont pas du coup forcément faciles à aborder, comme Yarn, comme Hive, comme LLAP, comme cgroup, comme plein d'autres choses, comme éventuellement du coup une autre techno de SQL en Hadoop pour que ça marche, même du coup éventuellement un cube. Mais ce qui est sûr en fait, c'est que sans plus de détails, en fait, on pourra pas faire plus. Donc quand un client du coup vous dit je veux telle donnée, demandez-lui déjà pourquoi faire et surtout pour quelle finalité. La différence ici, c'est que en ayant challengé un tout petit peu le métier sur son réel besoin, en fait, on pourra directement en fait, impacter notre archi et notre infra de manière significative. Interroger du coup des données volumineuses de plusieurs téraoctets en fait, dans notre cas ici, en fait, on ne pourra pas y arriver dans notre premier cas. Et si vraiment du coup on veut se donner les moyens d'y arriver, il faudra du coup une infrastructure qui sera vraiment solide, qui sera coûteuse, alors que pour le coup, dans le deuxième cas, en fait, on pourra très bien y arriver avec une infra qui sera beaucoup plus modeste et surtout moins coûteuse. Après, attention, si déjà en fait vous avez un data lake à disposition, autant en profiter en fait et piocher dans les différentes technos que vous avez à portée de main. Mais voilà. Donc une fois que le client en fait aura un peu mieux formalisé son besoin, on va pouvoir du coup commencer à identifier les différentes sources de données qui seront utiles pour notre business case. Donc c'est un peu du coup le post-it zéro. En fait, vous commencez par prendre vos données en fait, et vous les préparez pour les futures applications. Donc aujourd'hui, en fait, gérer des données, c'est plutôt simple. En fait, le marché regorge d'outils. Vous allez sur GitHub, en fait, vous en trouvez, mais vraiment à l'appel. Donc on a plein de projets qui font tous à peu près la même chose et qui sont tous plus ou moins finis. Et au pire, du coup, il y a toujours la solution des modes ETL payants, à commencer par Talend ou Informatica. Mais en fait, la finalité, en fait, c'est quand même du coup d'ingérer les données de manière industrielle. Donc ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment du coup d'avoir des données qui sont ingérées quotidiennement, ou en tout cas régulièrement. Donc
derrière, si vous avez des ratés dans vos imports ou des problèmes en fait, de doublons dans vos données, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, du coup, les modèles de machine learning, en fait, ils vont juste burner du CPU pour rien. Donc, j'ai bien aimé en fait, la présentation du CEO de Cloudera pendant la conf Hadoop à Barcelone, quand il disait Shitty Data Quality et AI is dumb as rock. Bon, désolé pour l'accent anglais. Ça peut paraître en fait évident, mais en fait, ingérer des données de manière industrielle, en fait, c'est quand même assez complexe. Et en fait, surtout, c'est critique en fait, pour la suite de vos projets. Ça implique en fait, d'avoir une bonne exécution, de s'assurer en fait, de bien gérer les retries, de gérer les dépendances en fait, entre différents workflows, d'avoir du coup des notifications, d'avoir des checks d'intégrité. Et du coup, en fait, souvent, ça ressemble à ça en fait. Donc c'est un empilement d'outils, de pipelines, de trucs plus ou moins adaptés, machin, qui répondent à peu près aux besoins. Ce qui est sûr, en fait, c'est qu'à la fin, c'est un amalgame de technologies en fait, qui n'est pas forcément maintenable. Donc en fait, oui, en fait, on peut créer un pipeline en fait, d'ingestion de données avec Spark ou avec Flink, MapReduce ou autre, pour faire du coup du XML vers du CSV ou du XML pardon, vers du parquet ou du CSV vers RC. Mais honnêtement, est-ce que du coup c'est vraiment l'outil adapté quoi? On peut parler du coup de big data sur des données à traiter une fois dans le data lake, mais en fait très rarement à l'ingestion. Surtout en fait en tant que tel, en fait, Spark n'est pas un outil pour faire un pipeline de données. Quoi. Vous avez en fait dans les mains un ETL, mais derrière en fait il faut aussi en fait lui ajouter un orchestrateur, un système de gestion de métriques, une gestion des reruns, une gestion en fait en incrémental, en full ou autre. Donc en tant que data engineer en fait, vous avez en fait la responsabilité de vraiment du coup gérer la qualité de vos données que vous ingérez. Parce que derrière en fait tous les process de traitement, d'analytique, de machine learning qui en dépendent, ils ont besoin de ces données en fait. Ils ont besoin en fait d'avoir une bonne qualité de données. Et d'expérience en fait, quand ça marche pas, les premiers sur qui on tape ou sur lesquels on pointe le doigt, c'est rarement en fait les data scientists. J'ai vu en fait trop de clients essayer de refaire des pipelines de données un peu complexes. Et en fait, souvent, ça finit de la même façon. C'est-à-dire qu'en fait, tous les 2 ans, en fait, on refait le pipeline au complet. Parce qu'il manque des connecteurs pour telle donnée, parce qu'il manque du coup telle solution technique du SI, parce qu'en fait, la solution a été pensée de manière trop spécifique. Donc, prenez du coup des outils clés en main pour ça. Juste en fait, dans la fondation Apache, vous avez déjà en fait quelques projets qui répondent parfaitement du coup à ce besoin-là. À commencer du coup par Goblin et par NiFi. Donc honnêtement, n'hésitez pas du coup à vous en servir, ça sera du coup beaucoup plus simple. Et surtout, en fait, ça fera aussi beaucoup moins de dev. Et qui dit du coup moins de dev aussi, il dit en fait moins de tests à créer. Parce que projet Hadoop ou Big Data ou projet plus classique, en fait, quand on parle de projet, en fait, on parle de tests. Donc il y a des tests unitaires, des intégrations, tests end-to-end. Donc oui, maintenant, en fait, on a des données. On peut commencer du coup à développer, mais surtout, en fait, on va développer et faire du coup quelques tests. Je ne vais pas du coup m'attarder sur les tests unitaires, mais plutôt du coup sur les tests d'intégration et tests end-to-end. Dans le cadre de projet Hadoop, quand on parle du coup de tests d'intégration ou tests end-to-end, on ne cherche pas du coup à tester ou à vérifier du coup que la requête Hive qui est générée en fait elle matche bien avec une spec SQL 2012 ou autre, ou que du coup le workflow OSI en fait il est valide en fait par rapport à une XSD. Ce qu'on cherche du coup vraiment à faire ici, c'est s'assurer que la requête Hive en fait elle fonctionne correctement pour cette version de Hive sur cette version d'Hadoop, et que derrière en fait le workflow OSI en fait il tourne bien en fait correctement, qu'il est bien accepté, qu'il est bien déployé, qu'il est bien exécuté, et qu'à la fin en fait toutes les contraintes de SLA sont bien respectées. Le problème, en fait, c'est que créer des tests d'intégration sur Hadoop, c'est vraiment compliqué. Quand on prend du coup un exemple qui est très simple, on prend du coup une web app qui en fait veut juste en fait pousser un fichier dans HDFS et mettre à jour du coup une cellule dans HBase, en passant par éventuellement Nox. Juste ça, en fait, on utilise 4 services. On a HDFS, Zookeeper, Nox et HBase. Pour un test d'intégration, ça commence déjà à être un peu fat. Et encore, je parle que de services, je ne parle pas de composants. Mais juste pour réaliser du coup un test d'intégration, ça implique du coup de gérer la conf, de démarrer des services, de gérer en fait l'ordre de démarrage des services, et en plus derrière en fait entre chaque test d'effacer toutes les données à chaque fois. Donc c'est pas forcément du coup évident, mais en fait il y a quand même du coup différentes possibilités pour faire ça aujourd'hui. La première c'est la VM en fait, c'est la grosse VM qui contient absolument tout. Donc aujourd'hui en fait il y a déjà en fait pas mal d'éditeurs en fait de solutions. À commencer par les éditeurs de solutions Hadoop qui font ça aujourd'hui. Donc il y a Mapper, Cloudera et Horton qui proposent déjà en fait une VM en fait avec tout dedans. Donc vous allez retrouver tous vos services, dont les services en plus de management. Donc par exemple, si vous avez des systèmes en fait qui appellent du coup les API des services de management, ça peut être assez pratique. En tout cas, en fait, parmi les 4 possibilités ici,
c'est du coup le mode le plus complet, quoi. En fait, vous avez une expérience qui ressemble un petit peu en fait, à celle que vous aurez en fait, sur un vrai cluster. Ce qui est un peu gênant, en fait, c'est que c'est vraiment très très long, quoi. Mais vraiment très long, quoi. Démarrer une VM, en fait, en soi, c'est pas très long. Mais démarrer, en fait, leur VM, ça peut vraiment prendre entre 5 et 10 minutes. Du coup, pour tester, c'est un peu chiant. Euh, et franchement, du coup, c'est lourd, parce que faire du coup un build automatique qui utilise du coup ces VM, ça implique derrière en fait, d'avoir des solutions type OpenStack ou type VMware, quoi. Deuxième possibilité, en fait, c'est Docker. Docker, ce qui est plutôt cool, c'est qu'en fait, on peut créer des stacks assez complexes, et surtout, en fait, pas forcément du coup cantonnés à Hadoop. Donc, par exemple, si vous avez des projets qui font de l'indexation de données dans HDFS pour Elasticsearch avec un Spark, vous pourrez le faire. C'est plutôt sympa. Par contre, ce qui est un peu gênant en fait avec ça, c'est que, je vais y arriver, c'est que c'est assez complexe en fait à gérer. Sur Docker, on a plein d'images avec plein de qualités différentes, et en fait, on n'a jamais l'image qu'il nous faut. Donc, on n'a pas du coup l'image pour HDFS, pour Hortonworks en version HDP 2.6.2. On l'a pas. Ce qui fait qu'en fait, à la fin, on a du coup un cluster sur Docker qui ne matche pas exactement la version de la prod. Et surtout, en fait, on a des images en fait, qui ne sont pas forcément aussi bien faites en fonction du service. Donc autant on a du coup des bonnes images pour la base, donc HDFS aux Zookeeper, autant pour Ambari ou pour Ranger, en fait, les images, elles sont... Alors soit du coup, elles sont légèrement buggées, soit du coup, elles démarrent juste même pas, quoi. Troisième possibilité, du coup, c'est Minicluster. Donc Minicluster, en fait, c'est un projet à la base d'un ancien de chez Horton. Et en fait, il a repris tous les projets d'intégration des solutions Hadoop et même plus. Et en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris ces projets, il en a créé du coup un projet à côté. Et ça marche vraiment bien. Et ce qui est plutôt cool en plus, c'est que si vous connaissez un petit peu dans le monde Java, en fait, les solutions type HSQLDB ou H2, et c'est un peu en fait l'équivalent, quoi. En fait, vous démarrez dans votre IDE en fait, directement une mini stack en fait, avec ce que vous voulez, quoi. Donc HDFS, Zookeeper, et c'est plutôt pratique. Donc ce qui est plutôt cool du coup, c'est qu'on peut vraiment créer par classe de test en fait, une configuration assez particulière. Par contre, à contrario, ce qui est un peu gênant, c'est que le test d'intégration, il met des plombes en fait, à se lancer, quoi. Clairement, vous avez 2-3 services, ça passe. Vous avez un peu plus, c'est vraiment très très long, quoi. Problème aussi, c'est qu'en fait, vous perdez le shell. Par rapport en fait, aux 4 possibilités ici, en fait, c'est la seule en fait, où on perd l'accès au shell. Donc clairement, du coup, c'est pas utile pour un test d'intégration automatique, mais pour du debug, en fait, c'est juste impératif. Le dernier truc, en fait, c'est Hadoop Unit. Donc ça, c'est un projet qui a été démarré par... alors, je sais pas s'il est là. Il est tout au fond de la salle. Par Kanmodou. Et en fait, en gros, c'est le code de Minicluster en fait, qui a été repris, mais en fait, qui démarre dans sa propre JVM. Donc déjà, en fait, on s'affranchit d'un problème en fait, avec Minicluster, c'est qu'en fait, quand on lance les tests d'intégration, vu qu'en fait, on a directement démarré en fait, une stack avec Minicluster, le ClassPass, il est juste fucké, quoi. Vous avez tiré en fait tout plein de dépendances. Autant vous dire que les conflits, ça va chier, tout va. Avec Hadoop Unit, en fait, on a déjà en fait, une VM qui tourne à côté avec tous les services. Donc c'est plutôt pratique. En plus, c'est assez rapide. Et l'avantage, en fait, c'est que par rapport à Minicluster, en fait, on va retrouver tous les composants, tous les shells. Donc le HDFS, le HDFS, DFS, le HBase CLI, etc. Autre truc qui est plutôt pas mal aussi, c'est le plugin Maven. Donc, quand vous voulez du coup tester différents modules avec des stacks assez particulières, en fait, on peut configurer Maven pour avoir du coup des stacks et des composants en fait, qui démarrent directement en fait, pour ce module Maven. Après, ce qui est un peu gênant, c'est qu'en fait, il manque encore quelques services. Donc, si tu peux noter, Can. Il nous manque par exemple des choses comme Ranger ou comme Ambari. Je te ferai une pull request à l'occasion. Donc ouais, si franchement du coup vous voulez faire du coup des projets et avec des tests d'intégration sur Hadoop, je pense qu'aujourd'hui du coup sa meilleure solution c'est quand même du coup Hadoop Unit. Et si vraiment du coup vous voulez faire des tests complets, c'est la VM, mais avec du coup tout ce que ça implique derrière. Il faut savoir que la VM en fait aujourd'hui elles ont encore gonflé, c'est-à-dire que pour la démarrer il faut un PC avec 8 cœurs et 32 Go de RAM, quoi. C'est pas n'importe quel PC, quoi. Donc à moins de faire un tour chez Aorus ou chez Alienware, c'est assez compliqué. Ok. Quand on parle en fait de projets
Big Data ou Hadoop, en fait, on parle de technos qui sont souvent du coup assez récentes et qui évoluent rapidement. Le problème, c'est que comme toute techno, tout projet qui en fait se base sur des technos qui sont jeunes ou qui sont avec des releases un peu trop fréquentes ou avec des services managés, c'est qu'en fait on a vite des portions de code en fait qui sont obsolètes parce que du coup les contrats ont changé, parce que les API ont changé, parce que telle fonction est dépréciée dans 6 mois et définitivement retirée dans 12. Donc autant en fait sur une infra du coup on-premise, vous pourrez en fait gérer parfaitement vos environnements. Autant en fait sur du cloud, le provider de cloud il s'en fout que la version elle ne matche pas avec vos besoins. Donc essayez du coup de régulièrement en fait tester votre code sur des nouvelles versions. Par exemple, j'ai pris Elasticsearch. Donc Elasticsearch, en fait, en 4 ans, ils ont fait 80 releases, quoi. C'est quand même plutôt pas mal. Donc le contrat en fait, d'API, il n'a pas changé à chaque fois, hein, attention. Mais après, c'est déjà arrivé. C'est arrivé en fait entre la 2.4 et la 5, entre la 5 et la 6. Même dans la 6, il y a eu des trucs qui étaient un peu chelous. Mais on a eu aussi des trucs assez structurants, genre par exemple le protocole de communication entre clients et serveurs qui ont changé. Avant, c'était plutôt le mode notre client TCP, et maintenant c'est plutôt HTTP, enfin bref. Il y a des choses qui changent. Du coup, en fait, c'est vraiment du coup impératif de bien tester la montée de version de vos projets. Alors, si vous voulez le faire, en fait, il y a plein de solutions pour le faire. Après, du coup, j'en présentais une parce que c'est un truc que j'ai mis en place assez récemment. Donc, c'est avec Concourse. On pourrait faire la même chose en fait avec un Jenkins ou un Bamboo, ou autre. L'idée en tout cas est la même, c'est qu'en fait, on va essayer de chercher en gros les nouvelles releases, de détecter un petit peu tout ce qui se passe. Et en fait, derrière, on va du coup triggerer en fait, notre job en fait, en fonction d'une release en fait, qui pourrait arriver, quoi. Donc là, j'ai repris texto en fait, l'exemple sur le site de Concourse. Et bon, bah voilà, quoi. En 15 lignes de code, en fait, on se met du coup à écouter en fait, un flux RSS. Et en fait, ça déclenche derrière en fait, un build de notre projet avec du coup une version de Postgre qui est bien définie, quoi. Quelques mots du coup sur la partie déploiement. Donc là, en fait, on a vu comment tester notre projet, comment s'assurer qu'on avait bien une bonne stack, etc. Maintenant, ce qu'on veut, du coup, c'est pouvoir les déployer. Donc déployer en fait, un projet data, en fait, en soi, c'est souvent en fait, des ressources en fait, à copier quelque part, c'est changer du coup quelques tables, faire des truncates quelque part, etc. C'est relancer en fait, quelques coordinateurs en fait, sur OSI ou ailleurs. Mais en fait, dans tous les cas, en fait, on parle de déploiement et du coup, on parle de solution de déploiement pour la prod. Et quand on parle du coup de la prod, en fait, on s'attend du coup à ce qu'il y ait des choses comme un process qui soit du coup simple, qui soit fiable, avec des process surtout qui soient éprouvés. Et du coup, en fait, pourtant régulièrement, je vois dans mes missions en fait des projets en fait qui sont déployés avec des pipelines en fait avec des bons gros bash, mais vraiment des gros bash, des bouts de Groovy pour interroger une API, du Python pour parser 3 lignes de log ou 3 lignes de JSON. C'est assez toxique et honnêtement juste éviter, quoi. Mais vraiment éviter. Ça peut fonctionner, ça va fonctionner du coup pendant un temps. Le seul problème en fait, c'est que ces scripts en fait, ils seront pas maintenables et à moins du coup d'y consacrer vraiment beaucoup de temps, en fait, vous n'aurez jamais du coup une solution aussi éprouvée et aussi mature en fait qu'un Ansible ou qu'un Puppet. Idem en plus en fait pour partager du coup vos différents scripts et vos différents outils de déploiement. Vous n'aurez pas en fait de systèmes comme Ansible Galaxy ou comme les forges privées de Puppet. Donc sachant qu'en plus c'est des scripts en fait qu'on crée par rapport à nos projets, par rapport à nos besoins, c'est jamais du coup facilement maintenable et évolutif. Donc vraiment en fait en tant qu'équipe projet, ne vous galérez pas franchement à perdre du temps à réécrire en fait un outil deploy. Il y en a déjà plein sur le marché, donc dépensez plutôt du temps sur la qualité de vos packages et sur les tests. Alors une approche qui a bien fonctionné en fait, c'est le déploiement avec Ansible. J'aime bien Ansible en fait, mais c'est une solution en fait qui a été mise en place en fait chez un de nos clients. Et alors il y a un peu plus d'1 an et demi, je crois maintenant. On avait du coup déjà poussé Ansible en fait pour toute la partie autre, donc tout ce qui était API, tout ce qui était Elasticsearch, tout ce qui était conf Nginx ou autre. Et en fait, il restait que la partie data en fait à vraiment du coup déployer en fait avec. On avait du coup déjà des choses qui étaient faites avec des scripts maison, d'où en fait les bons scripts bash là. Et du coup en fait on a tout poussé en fait avec Ansible. Donc on l'a fait je crois en 3-4 mois. Donc il n'y a pas de module Big Data chez Ansible, c'est du coup des modules custom, mais ça se fait du coup assez rapidement. Et du coup en fait nous à la fin, toute cette grappe en fait de dépendance qu'on a un peu à gauche, donc typiquement des XML, des libs, des XML, enfin chez Hadoop en fait on aime bien les XML, des schémas, des scripts, enfin plein de choses.
En fait, tout ça, du coup, on déployait tout avec Ansible, quoi. Donc l'avantage, c'est que maintenant, du coup, c'est une solution qui est maintenable, pardon. Et en fait, on a pu onboarder aussi d'autres projets par la suite. Et surtout, en fait, c'est encore une fois, c'est dégager en fait du script shell. Parce qu'on parle de shell, en fait, mais donc là, on a du code, on a des tests, on a en fait un système de déploiement au poil. Mais en fait, il y a toujours un petit bout de code qui manque. Il manque toujours en fait un petit bout entre votre code et en fait le système qui va le lancer. Et bizarrement, en fait, aujourd'hui, on n'a rien trouvé de mieux que de faire un bout de bash, enfin du SH, du bash ou du KSH. Et en fait, on parle de projet Big Data, en fait, on a vite l'image de projet avec des technos modernes, distribués, ambitieuses, etc., quoi. Et ça me fait toujours du coup un peu sourire quand on parle de stratégie data à l'échelle d'un groupe et qu'on voit des paluchés de bash. Enfin, ça me fait toujours halluciner, quoi. Au début, ça commence toujours du coup comme ça. On a une commande en fait, donc un Spark Summit, un scoop ou whatever. Et on a du coup des paramètres, on a quelques conditions, on a des petites choses assez simples. Et en fait, ce qu'on va vouloir ensuite, c'est le lancer avec un scheduler. Donc voilà, on a le scheduler en fait, et ce qu'on veut faire en fait, c'est avoir du coup un petit peu de log en production, parce que c'est pratique. Et puis bon, ensuite, en fait, on va mettre un petit peu de paramètres pour lancer notre job avec différents paramètres. Donc là, on va mettre différents paramètres, les tester le nombre, tester éventuellement leur valeur, mettre des conditions, etc. Et puis après, ce qu'on va faire, en fait, c'est mettre quelques opérations de check en fait, ou d'opérations en fait, avant ou après le job, histoire de dire je fais un clean en fait, sur les ressources, je truncate une base, donc je remets en fait quelques clients type HDFS, type HBase ou autre, avant ma commande. Et puis après, je fais encore d'autres trucs un peu plus sioux, et puis je mets en fait des choses comme du logging ou comme de la gestion de contraintes de SLA ou autre. Là, je m'assure en fait que par exemple mon job a bien été poussé dans Yarn et que ça marche bien. Bon, après, je pense que vous avez compris du coup l'idée, hein, c'est que ça devient vite, mais vraiment très très vite en fait immaintenable, quoi. On atteint en fait des fichiers qui arrivent du coup très vite en fait à plusieurs milliers de lignes de code, quoi, en SH, hein, et des milliers de lignes de code. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste infect. Alors je suis déjà arrivé du coup sur des projets comme ça avec plusieurs milliers de lignes de code. Honnêtement, ça calme. Quand il y a un problème, franchement, vous serrez les fesses et vous espérez que ça passe. Les langages en fait SH, en fait, ils sont pas de plus très expressifs, donc on obtient vite du coup un bout de code qui est pas forcément très très lisible et qui est surtout du coup immaintenable. Et la plupart du temps, évidemment, quitte à faire, ils sont pas testés, quoi. Donc on peut en fait s'assurer de quelques tests avec des choses comme bash unit, mais bon, ce sera un peu. Alors c'est possible, hein, c'est sûr. Mais en fait, au final, ce bout de code, ce bout de script là, il fait qu'un truc. Il fait un submit dans Spark où en fait il fait un scoop. Et derrière, en fait, ce que ça fait vraiment, c'est que ça appelle une classe Java, quoi. Donc pourquoi juste en fait ne pas tout faire avec une classe Java, quoi. On a du coup toutes les étapes de clean, de check, de validation de paramètres et autres qu'on peut mettre directement en fait dans une classe. Alors Java, Python, Scala, peu importe, mais c'est déjà plus lisible. On peut du coup s'appuyer sur des standards pour tout ce qui est logging, tout ce qui est gestion d'erreurs, tout ce qui est gestion de, par exemple, gestion de structures complexes. On s'amuse bien du coup à créer des arrêts avec du bash. En tout cas, voilà, vous avez du coup un code qui est un peu plus adapté pour la prod et pas des choses un peu bricolées avec du parsing de code d'erreur avec stdr, stdout. Et surtout, en plus, on a un bout de code en fait qui va s'exécuter de la même manière, peu importe l'environnement, quoi. C'est du Java, après c'est pas moi qui le dis, hein, c'est les gens de chez Oracle. Mais on parle en fait d'interpréteur de commande, on parle de shell. Donc en fait, selon notre OS et selon sa version et selon plein de choses en fait, eh ben, on pourra avoir du bash, du KSH ou du SH. Donc on peut tenter en fait de tout faire avec juste du SH. Bon courage. Mais en fait, aujourd'hui se pose la question de la portabilité, quoi. Est-ce que du coup, il faut faire du bash, du KSH, avec quelle version? Donc aujourd'hui, en fait, on est sur un data lake on-premise. En fait, on sait maîtriser en fait la version qu'on aura. Demain, du coup, sur un cloud ou sur plusieurs clouds, en fait, comment du coup être certain qu'on ait bien du coup la bonne version et le bon shell en fait avec qui en fait on travaille habituellement, quoi. Alors, j'ai rien en fait contre bash ou KSH, hein. C'est des très bons outils, clairement. C'est bien pratique. Mais c'est juste en fait qu'il ne faut pas oublier que ces bouts de code en fait qu'on va créer, c'est juste en fait de la glue entre votre code et un autre système. Il ne faut pas en fait les rendre hyper complexes, hyper du coup complexe du coup à expliquer. Donc autant du coup migrer en fait ce genre de comportement en fait vers un bout de code en fait écrit dans un langage
plus habituel, quoi. Ok, donc là maintenant on a notre projet qui peut être déployé et bien exécuté. Et bah, pourquoi pas du coup commencer à faire quelques tâches pour ordonnancer du coup des choses qui vont tourner dans la journée. Donc on parle de production encore une fois, donc on pense à des solutions qui permettent d'assurer du coup une planification stable et supervisée du coup en production. Après malheureusement, et ça c'est véridique, hein, pour quelques équipes et pour trop je pense, le réflexe en fait c'est cron tab. Donc le cron tab, le scheduler par défaut de nos machines Linux. Donc c'est véridique, hein, franchement. J'ai déjà vu du coup des équipes de data scientists avec des process de calcul de risque en fait pour des entreprises, juste en fait planifier avec du cron tab, quoi. Et on m'a demandé du coup pourquoi c'était gênant, quoi. On parle du coup d'un outil en fait en soi qui est en fait un SPOF. On a du coup quelque part une instance de cron tab sur une machine. Donc on n'a pas de système de load balancing, on n'a pas de supervision, on n'a pas de stats, on n'a pas de notification, on n'a pas d'API, on a vraiment rien, quoi. Alors qu'à côté en fait on a une pléthore d'outils d'ordonnancement en open source ou en payant. Donc on a des choses comme OSI, comme Azkaban, comme Airflow en open source. En payant on a aussi des choses un peu plus classiques en fait qu'on va retrouver dans la plupart des SI. Donc Control-M ou DollarU. Alors tous ne sont pas du coup forcément égaux avec l'intégration, avec leur intégration Hadoop, mais ça restera du coup bien mieux en fait qu'un cron tab tout simple. Pour avoir fait du coup pas mal d'astreintes, il y a vraiment du coup deux choses qu'il faut faire. C'est bannir cron tab, mais vraiment, et du coup en fait avoir des jobs qu'on peut vraiment du coup superviser facilement. Quand on parle de supervision, c'est déjà en fait assez complexe de devoir investiguer en fait dans des jobs dans lesquels on n'a pas forcément du coup la main ou sur lesquels en fait on peut pas forcément du coup voir le code. Mais quand en plus il ressemble à ça là, donc un petit tableau en fait où on voit que des jobs qui s'appellent Hadoop, c'est véridique encore une fois. Franchement c'est juste déprimant, quoi. On n'a pas plus d'infos, on ne sait pas en fait quels paramètres ont été utilisés, on ne sait pas de quelle exécution il s'agit. C'est pas vraiment pratique. À la limite pour du dev en fait c'est pas trop gênant. Mais vraiment, du coup, pour la prod, c'est vraiment un no-go, quoi. Retrouver en fait l'application qui a planté avec le workflow X et puis les paramètres Y, là-dessus, c'est niette. Donc, avec du Spark, avec du Flink ou du MapReduce, il y a des choses qu'on peut faire un peu mieux que ça. On peut faire des choses déjà assez simplement, du coup, avec ça, en fait, clairement. Donc, ici, en fait, on a juste en fait changé le nom de l'application Spark. Alors, ça paraît tout bête, hein, mais un truc qui est assez pratique en fait, c'est de mettre un job group dans le nom en fait de l'application. En fait, ça permet de facilement du coup requêter en fait les différents jobs qui appartiennent à un groupe. Donc le groupe ingestion, le groupe machine learning ou autre. Et derrière du coup d'ajouter quelques informations. Donc par exemple, si vous voulez du coup retrouver facilement en fait tous les jobs qui ont été popés par OSI, on peut du coup en fait ajouter l'action ou le job OSI, enfin l'ID en fait directement fait dans le nom. Idem pour les paramètres. Si en plus vous bossez sur Yarn, il y a aussi les tags. En fait, on peut mettre des tags en fait avec Yarn. Je crois même du coup qu'ils sont exposés en fait directement avec la conf Spark. Enfin, ça reste en tout cas assez simple à faire. Donc, on a parlé ordonnancement. On peut aussi aborder le sujet du capacity planning. Donc, le capacity planning, c'est la maîtrise en fait de l'usage des ressources. Quand on parle de Yarn, de Mesos, de Cube, etc., c'est de l'usage de ressources. Par exemple, en fait, les ressources qu'on décide du coup d'allouer à un groupe de jobs critiques en journée ou la priorité du coup accordée à des jobs, c'est du capacity planning. Mais bien trop souvent, en fait, la stratégie qu'on voit de capacity planning, en fait, c'est en gros, on prend tous les jobs, on donne toutes les ressources et on lance tout à minuit. Ce qu'on peut faire éventuellement, du coup, c'est soit du coup décaler des jobs, soit du coup en fait juste en fait en supprimer. Mais on a en fait ce réflexe en fait de vouloir tout lancer en fait à chaque fois sur des heures non ouvrées, alors que finalement du coup on pourrait très bien du coup lancer ces tâches en journée. Il y a toujours en fait un vieux réflexe qui nous vient en fait de ces projets qui étaient câblés à des bases mainframe ou autres, c'est qu'en fait on ne pouvait pas toucher la base en journée. Donc tous les batchs, il fallait du coup que ce soit sur des heures assez incongrues. Et en fait avec Yarn on n'a pas ce problème. Avec Yarn on peut vraiment du coup s'assurer que notre tâche en fait elle est lancée à telle heure, et que en fait on pourra vraiment s'assurer que on n'ira pas du coup impacter en fait d'autres process qui tournent, qui sont du coup importants. Donc avec Yarn vous pouvez en fait jouer sur deux aspects, notamment en tant qu'équipe projet, hein, je parle pas vraiment en tant que sysadmin, vraiment en tant qu'équipe projet. Vous avez vos queues Yarn, vous pouvez faire du coup deux choses. La première du coup c'est la gestion de la priorité.
Donc il y a forcément du coup des tâches qui sont plus prioritaires que d'autres, notamment des choses comme des backups, mais il y a aussi d'autres trucs qui sont assez prioritaires. Et en fait, avec Yarn, on a accès en fait à 2 modes pour les queues à partir du scheduler, enfin à partir du capacity scheduler. Donc vous avez des queues, vos queues projets, et en fait dessus vous pouvez configurer en fait 2 modes. Donc il y a le mode FIFO, qui est un mode FIFO, quoi, donc First Input, First Output, et un mode FAIR, qui est un mode un peu plus partage de ressources un peu plus équilibré. Pour les gros batchs qui tournent la nuit, en fait ce qu'on veut c'est que ce batch en fait il soit fini le plus rapidement possible. Donc peu importe en fait s'il prend toutes les ressources, ce qu'on veut en fait c'est que ce job en fait il soit fini et peu importe ce qui se passe après. Ça peut du coup être une solution, mais en tout cas la queue FIFO elle est vraiment du coup adaptée justement à ce type de batch qui tourne la nuit. Le mode FAIR lui par contre il va plus du coup trouver sa place en fait sur des jobs qui sont pas forcément planifiés. Donc des choses en fait qui vont tourner en journée par exemple, pour des jobs qui ne sont pas forcément critiques ou qui prennent peu de ressources. Après, une petite... j'ai encore un petit peu de temps. Une petite parenthèse en fait sur le mode FIFO. Alors, autant il est pratique, autant en fait il est un peu dangereux. Il y a des situations en fait où on peut se retrouver bloqué en fait avec un mode FIFO, où genre par exemple l'application 1 en fait elle se lance, elle prend toute la queue, et en fait il y a l'application 2 qui se lance à la fin parce que l'application 1 en fait a dégagé un peu de conteneur. Et en fait, l'application 1, en fait, elle revient à la charge parce que du coup, il y a des conteneurs en plus qui vont popper pour une opération de Redus en plus. Et le problème, c'est qu'en fait, l'application 2, elle a commencé à se lancer. Du coup, l'application 1, elle veut des conteneurs, l'application 2 aussi, et craque. Donc, ça peut se gérer, mais la queue FIFO, c'est vraiment du coup la queue la plus performante aujourd'hui. Le deuxième aspect, en fait, sur lequel on peut travailler, en tant qu'équipe projet, j'entends, c'est la partie réservation. Dans Yarn, en fait, il y a une petite pull request vachement sympa de chez Microsoft qui est apparue, je crois, il y a 2 ans, qui concerne en fait la réservation de ressources. Donc, si en fait vous pouvez, si en fait vous connaissez vos jobs, qu'en fait vous connaissez leur profil de consommation, vous pouvez en fait très bien dire, eh bien, je sais en fait qu'à telle heure, j'ai besoin du coup de telle consommation, de telles ressources disponibles. Ça, par exemple, c'est vraiment pratique en fait quand vous faites des tâches d'ingestion de bases de données avec, par exemple, du Scoop. Donc Scoop, pour du coup l'ingestion de bases type mainframe ou autre, si en fait on revient sur le cas justement de la base, on sait que les DBA en fait vous donnent un accès sur la base entre 1h58 et 2h42. Il faut du coup que le job il tourne à ce moment-là, quoi. Pas avant, pas après, c'est pendant cet intervalle de temps. Et si en fait vous connaissez en gros la quantité de données à ingérer à peu près, et que vous maîtrisez à peu près du coup la consommation de conteneurs que vous aurez sur Yarn, en fait, vous pouvez créer avec Yarn en fait, une réservation justement pour ce job. Donc comment ça marche en fait, c'est assez bête et méchant. Si on prend un petit peu l'exemple en fait, qu'on a à gauche là, où c'est marqué RDL, pour Reservation Definition Language, en gros c'est une sorte de DSL en fait, dans Yarn qui permet en fait, d'exprimer en fait, une réservation. Donc la réservation en fait, c'est par exemple pour un workflow OSI, donc on aura par exemple une action Java au tout début avec un truc tout bête, et une action en fait, Hive un peu plus touchy. L'action Java, en fait, elle va par exemple prendre un conteneur juste pour l'action et un pour OSI. Et la phase d'après, donc le petit pic qu'on voit un petit peu en haut à gauche, ce sera du coup pour la partie Hive, donc avec toujours en fait un conteneur pour OSI et 15 conteneurs avec 64 Go de RAM par conteneur pour Hive. Et bien ça, en fait, vous pourrez l'exprimer en fait, avec Yarn. Donc ça, c'est vraiment du coup un petit utilitaire qui est assez pratique et qui est vraiment du coup méconnu. Je l'ai rarement vu du coup sur des projets. Mais franchement, du coup, si vous avez des contraintes de SLA sur vos projets, c'est vraiment du coup un outil vraiment pratique et vraiment du coup adopté, quoi. Après, les seuls hicks que j'ai pu voir en fait par rapport à cet outil, c'est qu'en fait la réservation, en fait, elle est, même si du coup la pull request a été faite il y a maintenant plus de 2 ans, c'est que c'est pas encore très bien du coup intégré dans l'écosystème, quoi. Donc il y a peu de systèmes en fait qui s'en servent aujourd'hui. Alors moi je l'ai vu du coup pour Scoop et pour des tâches à MapReduce. J'ai pas testé et je crois pas que ça marche avec Spark. Ça du coup c'est le premier problème. Et après le deuxième en fait c'est que en fait on fait un appel à une API en fait de Yarn qui en fait nous retourne en fait un ID de réservation. Mais en fait la réservation elle est faite pour une journée, pour une fois. Ce qui implique que chaque workflow en fait devra à la fin, refaire une réservation à chaque fin de workflow. Donc clairement du coup ça peut être un frein, mais ça reste du coup en fait quand même assez simple à faire. Du coup, j'étais un peu plus rapide que prévu. En tout cas, c'est tout pour moi. Merci à tous du coup pour votre attention.
J'espère que ça vous a intéressé. Si vous avez du coup des questions, bah, n'hésitez pas. T'as un micro, non ou... Ouais, juste une question. Ok. Sur la partie réservation de ressources, est-ce que cette fonctionnalité n'est pas offerte par Mesos? Pourquoi partir on a fait une comparaison sur l'utilisation de la tournée des... Alors, je sais. Alors la question du coup c'était est-ce que on l'avait aussi en fait avec Mesos cette partie réservation. Alors je sais pas du tout. Je t'avouerais qu'en fait je travaille plus en fait avec des systèmes du coup de cluster management type Yarn que vraiment du coup du Mesos ou du Cube. Donc c'est possible. Après je peux pas te répondre. Oui. Vous avez des retours d'expérience par rapport au passage sur un écran, notamment les jouements qu'il y a eu sur la TFS. Donc est-ce que du coup j'ai des retours d'expérience sur Hadoop 3 notamment? Enfin, suite à l'upgrade de Hadoop 2 vers Alors des retours d'expérience oui j'en ai. Après des retours négatifs non j'en ai pas aujourd'hui. C'est du coup un cluster qui est déployé à la main ou c'est un cluster qui est déployé avec un outil type Ambari ou Cloudera? c'est du Ambari hybride. Enfin, c'est du Ambari. Ambari, il n'y a pas de problème. Hein. Donc avant du coup d'avoir des configurations un peu touchy, normalement il n'y a pas de souci. C'est pas le cas je pense. Ma question est plus sur le layer HDFS. Il y a eu des changements par rapport avant on était sur le système de réplication de données et est-ce que par rapport à ça, moi personnellement ça me fait peur, c'est pour ça que je pose la question. D'accord, ok. Parce qu'il n'y a pas eu des problèmes par rapport à l'intégrité des données. Non, en fait, sur GLFS, il n'y a pas eu de souci en fait, par rapport à ça. Je pense que tu fais référence en fait, à la partie Erasure Code. Dans GLFS, ouais, la partie application. En fait, la partie Erasure Code, en fait, elle n'est pas activée par défaut. Quand tu fais un projet, du coup, en fait, tu dis, OK, je veux que tel espace en fait, soit activé en fait, avec Erasure Code. En fait, Erasure Code, c'est plus compact, mais c'est moins performant. Du coup, en fait, c'est pas un mode qui est poussé par défaut. Quoi. Pas rester sur l'ancien mode. Merci. J'ai une question, je ne sais pas si tu as un petit retour sur les solutions managées comme OMR sur Amazon. Alors, EMR, du coup, je l'ai testé, mais au tout début. D'accord. Et du coup, l'expérience que j'en ai, elle n'est pas forcément bonne, mais c'est peut-être pas du coup représentatif en fait du service aujourd'hui, donc je peux pas trop juger. D'accord. C'était quoi le problème quand tu l'as testé? Bah, les problèmes justement, c'est toutes les versions en fait qui marchaient pas quoi. En fait, on voulait intégrer des choses comme des services sur Yarn, et en fait, on avait plein de problèmes en fait avec des libs qui étaient patchés en fait à l'arrache par Amazon. Je pense que depuis le temps, en fait, c'est quand même du coup résolu quoi, mais en tout cas à l'époque, ouais, il y avait pas mal du coup de problèmes en fait par rapport au ClassPass et par rapport au lib quoi. D'accord. Okay. Du coup, on avait dû. Après, je sais pas si tu connais, mais il y a des solutions pour faire ça, mais c'est le Maven Shade plugin. En fait, nos projets à la fin, ils étaient entièrement shadés. En fait, on changeait en fait tous les packages à chaque fois parce que sinon, en fait, on a des problèmes de class not found ou enfin bref, des problèmes de class pass en fait assez compliqués. D'accord. Okay. Merci. D'autres questions? Ouais. En fait, suite au merge Hortonworks Cloudera, est-ce que d'après vous, ça vaut pas le coup de partir sur une distrib plus Cloudera pour ceux qui utilisent du Hortonworks? Alors aujourd'hui, oui, clairement. Clairement. Il faut peut-être anticiper le passage sur Cloudera, c'est ça? Ouais. En fait, à Barcelone, en fait, ça a été acté. Enfin, ça a été acté. Ils ont dit clairement qu'en Ambari, ça allait dégager. C'est du coup Cloudera qui faisait en fait acte, sachant qu'en fait ils ont dit qu'en fait Cloudera du coup open sourçait leurs produits. C'est ce qu'ils ont dit après. Enfin, je sais pas si on le faire, mais du coup en fait Cloudera Cloudera Manager en fait va remplacer Ambari. Donc il y a plus en fait intérêt en fait à utiliser du coup de base en fait les solutions de chez Cloudera que celles en fait d'Horton aujourd'hui. Et quand tu regardes en fait aujourd'hui sur le site de Cloudera en fait tu peux télécharger la VM d'Horton. Sachant que, dernier truc, il y a quand même du coup Cloudera qui a annoncé qu'il supportait en fait les migrations de versions, même pour les clusters Hadoop, les clusters HDP en 2. Alors qu'avant du coup ils imposaient en fait, il y avait du coup des bruits de couloir qui disaient qu'en fait il fallait du coup passer avant à HDP 3 pour du coup en fait migrer vers la nouvelle plateforme de Cloudera qui s'appelle CDP. Donc là apparemment c'est pas le cas, en fait ils prévoient du coup de même rattraper en fait les clusters en version de quelque chose.
Ouais. En fait, pour une entreprise qui n'a pas encore de data lake, vous penseriez que passer par une solution Databricks ou autre chez Google à AWS, ce serait mieux que de passer par un HDFS? Ah, ça dépend après les besoins, quoi. Si en fait vous avez déjà en fait une expérience en fait sur HDFS, enfin sur des composants Hadoop, peut-être du coup autant poker sur un vrai cluster Hadoop. Si après en fait le SI en fait de la boîte est déjà en fait sur Google ou sur Amazon, peut-être du coup tester éventuellement en fait l'infra Google. Bravo, c'est ni l'un ni l'autre en fait. Ni l'un ni l'autre. Ah ok. Ouais. Ok. Je pense que pour du lab en fait il vaut peut-être mieux du coup partir sur une infra Hadoop Vanilla, enfin vraiment un truc de base, pas un truc en fait déjà déployé par Google ou par Amazon. Et après du coup tu pourras faire tes choix en fait sur la suite si ça marche ou au début en fait on connaît pas vraiment les usages en fait des projets. On sait pas en fait si c'est pour faire du calcul ou que du stockage ou une approche un peu mixte ou des choses comme du machine learning qui du coup prennent des machines de type GPU. Et en fait tant que tu connais pas encore tes usages en fait c'est compliqué de dire achète en fait un cluster en bare métal en physique, quoi. C'est ça qui est compliqué. Donc autant en fait essayer de tester un petit peu sur une plateforme un peu plus souple. Donc chez OVH ou chez Google, en fait, tester un petit peu en fait, ton infra Hadoop et voir un petit peu en fait comment elle est sollicitée. Et après, du coup, tu pourras voir en fait à l'usage ce que tu peux en faire, quoi. Merci. Ok, bah c'est parfait. Merci.